Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour cette 4e table ronde qui a pour thème l'entrepôt de demain. Alors je rappelle que cette table ronde est organisée dans le cadre d'une journée de table ronde qui vient de se dérouler, ce qu'on a appelé le Before, parce qu'elle précède le gala des directeurs de la supply chain qui va avoir lieu ce soir au pavillon Vendôme. Alors pour parler de l'entrepôt de demain, quatre experts de l'entrepôt et des automatismes, auxquels je vais demander de bien vouloir se présenter, d'ailleurs en commençant par mon voisin de gauche. Bonjour Jean-Philippe, Grégoire Corby, donc je suis directeur logistique et appro aval chez Nature et Découverte, la célèbre chaîne de magasins faisant du commerce responsable. Oui. Nature et Découverte, c'est combien de personnes en France ? C'est environ 900 personnes. 900 personnes. 900 personnes et 90 magasins en France, plus... Implantés principalement dans les centres commerciaux ? Centres commerciaux et centre-ville. Oui. Ok, très bien. Benjamin ? Enchanté, merci Jean-Philippe. Donc moi je m'appelle Benjamin Foucault, je suis en charge chez Prologis de l'équipement et le pré-équipement de nos bâtiments. Ouais. Prologis, c'est un peu moins de 200 bâtiments aujourd'hui en France qui sont loués à tout type d'opérateurs qui souhaitent faire de la logistique aujourd'hui. Présence mondiale, gros acteurs de l'immobilier. 600 bâtiments au niveau monde. Ouais. Gros opérateurs et beaucoup d'anticipation sur les sujets qu'on va aborder ultérieurement. Promoteurs, développeurs. Promoteurs, développeurs. Aménageurs. Ça. Voilà. Toute opération clé en main. Merci. Olivier Barge. Donc Olivier Barge, directeur général de la société APRC, qui est donc un constructeur et développeur d'immobilier d'entreprise et principalement d'immobilier logistique, qui donc regroupe à peu près 110 personnes et qui fait un petit 200 millions d'euros d'activité sur la France, principalement l'Italie et l'Espagne. Voilà, et basé à Lyon. D'accord, donc constructeur, développeur, donc rappeler ce que ça... Alors développeur, c'est-à-dire qu'en parallèle de cette activité de constructeur où on est contractant général, on a aussi une activité où on met la main sur des terrains qu'on rend constructibles, sur lesquels on essaye d'obtenir des autorisations, sur lesquels on conçoit des projets que l'on construit ensuite et qu'on vend à nos clients. Très bien, François-Xavier, directeur supply chain et membre du comité de pilotage de l'Agora. On n'en a pas parlé du Club Agora, est-ce qu'on peut peut-être en dire un petit mot ? 45 minutes, effectivement. Voilà. Bonjour à tous. Oui, l'Agora des directeurs supply chain, c'est un club de patrons de supply chain qui évolue à Lille, à Lyon et puis à Paris. On a environ 250 membres en France. On se réunit mensuellement en physique, à l'occasion en visio également, ce qui nous permet de réunir les 3 clubs à un même endroit, même virtuel. Et puis, avec ce soir, le gala annuel, qui est un peu le point d'orgue de l'ensemble des activités qu'on peut avoir dans l'année, en plus de nous rencontrer, d'échanger sur notre actualité, et puis de rencontrer, d'être appuyé par un certain nombre de partenaires. Alors, si on veut adhérer au club, il suffit simplement d'en faire la demande. Il faut être directeur supply chain. En général, on est coopté quand même. C'est parce qu'on connaît déjà un autre directeur supply chain qui est membre du club, mais pas simplement. On peut. C'est une façon d'en savoir plus. Maintenant, on peut aussi tout à fait contacter l'Agora Club avec Laurent Courtois, Tatiana Gado notamment. Et pour participer à une soirée de présentation aussi, quand on n'est pas coopté ou quand on l'est mais qu'on veut vraiment savoir plus, il y a des réunions de présentation. On peut participer gracieusement à une soirée pour découvrir le club. Voilà, c'est pas une secte. Et après, en général, on embraye. Voilà. Ok, très bien. Alors, vous aurez compris, la typologie des participants fait qu'on va parler de l'entrepôt à l'extérieur, le bâtiment, mais aussi à l'intérieur. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Grégoire Corby, qui est directeur logistique de Nature et Découverte, est naturellement directeur logistique, mais il a aussi un passé d'informaticien au sein de Reflex, donc il a cette double casquette de culture informatique à la fois et puis métier logistique. Si on voulait faire le portrait robot de l'entrepôt de demain, Olivier, qu'est-ce qu'on pourrait dire alors ? Comment il évolue ? Il a déjà beaucoup évolué. Ouais, je me suis posé la question ce matin de me dire si il y a 20 ans on s'était posé cette question, comment on aurait répondu finalement extérieurement.
les entrepôts aujourd'hui sont mieux intégrés, mais ils se ressemblent un peu finalement, alors que en réalité ils sont complètement différents. Ils n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient il y a 20 ans. Donc on pourrait probablement faire un peu un parallèle avec l'entrepôt de demain, en disant qu'il sera encore mieux intégré, c'est certain, mais donc son empreinte carbone, sa construction sera faite avec des matériaux recyclés, biosourcés, etc. Donc on aura une intégration de la biodiversité autour qui sera beaucoup plus forte. Ça, c'est assez certain. Mais ce qui se passe à l'intérieur, on va en parler bien sûr, va être complètement différent. C'est-à-dire qu'on est passé d'un entrepôt il y a 20 ans où on stockait de la marchandise avec des taux de rotation qui étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, avec une densité de flux qui était complètement différente, avec un volume stocké dans un même bâtiment extérieur beaucoup plus important aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc, mais tout ça, on ne le voit pas en réalité extérieurement, on ne le perçoit pas forcément. Alors qu'aujourd'hui... Quand on passe devant, finalement, on ne sait pas trop... on ne se rend pas compte, quand on n'est pas un spécialiste de cette activité, de cette évolution-là. Évolution dans la taille, parce qu'on a vu des entrepôts de plus en plus grands, jusqu'à 180 000, pour ne pas citer la dernière date. Et puis des entrepôts de plus en plus automatisés et la prise en compte de paramètres environnementaux de plus en plus forts, avec effectivement maintenant... l'obligation de mettre des panneaux photovoltaïques, l'obligation de prendre en compte la biodiversité, enfin voilà. Et puis la maîtrise énergétique aussi. Voilà, producteur d'énergie renouvelable, je pense que probablement, comme en Espagne à l'heure actuelle, dans 20 ans, on ne mettra plus de chauffage dans les entrepôts. Parce que l'inertie thermique des bâtiments fait que ça sera... Aujourd'hui, déjà, on peut se poser la question. Donc, on est vraiment dans une évolution sourde, quelque part, pas vue, invisible, mais extrêmement importante de cette activité-là. Demain, dans un entrepôt, on fera de l'industrie, on fera de la fabrication, on fera de la gestion de retour, on fait déjà du packaging, mais on pourra faire de la fabrication sur la base d'imprimantes 3D, voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont configurables et développables à l'intérieur d'un entrepôt qui vont se faire, mais effectivement qui ne sont pas visibles de l'extérieur. J'ai oublié de vous dire quelque chose de très important. Vous pouvez déjà poser vos questions dès maintenant et nos intervenants y répondront à l'issue du débat. François-Xavier, quand on est directeur logistique, comment vous avez vécu cette évolution des entrepôts qu'est-ce que vous avez pu observer au cours de ces dernières années ? Alors moi, j'ai eu un parcours à la fois dans l'industrie et dans la distribution spécialisée, en cosmétique essentiellement, textile, maroquinerie également, récemment dans l'équipement de la maison. Et dans mon expérience, l'entrepôt était il y a un peu plus de 20 ans, une annexe de l'usine. C'est devenu un outil à part entière, c'est devenu... Olivier le disait, c'était un outil de stockage, aujourd'hui c'est un outil de flux. Et finalement, c'est en train de devenir une usine. Enfin, je prends un peu, forcer un peu le trait, mais je pense qu'il y a toutes ces fonctions-là qui sont en train de se réaliser. On a vu dans la table ronde précédente sur la robotisation, l'automatisation, l'ensemble des investissements qui sont faits aujourd'hui par les donneurs d'ordre. Et c'est totalement nouveau par rapport à des entrepôts anciens qui étaient des hangars, quoi. Donc, pour moi, ça a beaucoup changé. Ça change aussi sur l'humain. Oui, ce que j'allais dire, votre métier, du coup, a changé aussi. Il reste cette nature profonde qui était, et c'est le charme de notre métier, de voir que l'entrepôt pouvait offrir tout un tas d'évolutions de carrière à des gens pas toujours très qualifiés au début, et les faire évoluer, leur permettre de grandir. Ça, c'est quelque chose qui est resté vrai, mais qui est questionné aujourd'hui par les évolutions dont on a parlé toute cette journée, puis je pense qu'on va encore en parler cet après-midi. Donc ça bouge pas mal. Mais pour moi, ce qui est principalement ouvert, c'est cette idée qu'on est passé d'un stock à un flux, qu'on est passé d'une annexe à un outil de production à part entière, et probablement demain à une localisation et peut-être une entité isolée, à quelque chose qui fait partie d'un grand tout, qui est un maillage de réseau. Je pense que c'est les grandes entités. Mais comme disait Olivier, ce qui est encore étonnant, c'est que finalement, quand on passe devant un entrepôt, enfin pour des gens qui ne sont pas du secteur, on ne sait pas ce qui s'y passe. En fait, il y a encore l'entrepôt, c'est inconnu, quoi. C'est-à-dire que voilà, comment ça s'explique ça, alors que finalement,
l'entrepôt, enfin tous les objets qui sont autour de moi là ici, ont passé un moment ou un autre dans un entrepôt. Et effectivement, il y a création de valeur ajoutée maintenant de plus en plus. Ça devient de plus en plus, voilà, une usine comme Pourquoi l'entrepôt est aussi méconnu et malgré tous les efforts des associations professionnelles, je pense à Philel par exemple. Excuse-moi, on a cette image d'Épinal en réalité parce qu'on pense au hangar avec un stock géré avec des palettes et des caristes et les gens ils ont ça en tête. Et en réalité on fait ça effectivement régulièrement. Notre meilleure façon de montrer cette évolution, c'est de faire visiter nos activités. Et à chaque fois qu'on emmène une collectivité, un élu sur un site et qu'il découvre un entrepôt, son fonctionnement, il dit ah ouais, effectivement, je voyais pas les choses comme ça. Je comprends mieux. On a l'impression d'être dans une usine, en réalité. Est-ce qu'il n'y a pas, au niveau de la conception, des efforts à faire, au niveau de la conception, de l'esthétique, par exemple? Est-ce que c'est pas quelque chose? Ça, c'est le rôle à la fois de sociétés comme Prologis, mais comme d'autres. C'est-à-dire qu'on est là pour intégrer à un moment ou à un autre une réglementation qui est de plus en plus contraignante. À juste titre d'ailleurs, mais on va l'intégrer dans un entrepôt, on va passer de 4 murs et un toit, basiquement, à 4 murs, un toit, des panneaux solaires, des bornes électriques, un équipement qui globalement sera quasi préinstallé, tout en intégrant tout ce qu'on se dit aujourd'hui, mais de l'entrepôt de demain, finalement, mes objets connectés, mes chariots, mes racks, peu importe. On peut rentrer beaucoup de choses, et nous, notre rôle, c'est de le dessiner, et de faire en sorte que ça corresponde à une demande que peut avoir aujourd'hui un Nature et Découverte en disant je veux un entrepôt qui fait comme ça. Et après, c'est l'évolution du marché, c'est-à-dire qu'on a des parcs qui sont peut-être 10, 15, 20 ans, qui sont moins évolutifs. Et aujourd'hui, quand on les fait évoluer, on est obligé de les adapter à la demande finalement de nos locataires. Donc c'est vrai qu'on a toute cette partie-là qu'on intègre, nous, en interne, et après qu'on va déléguer à des constructeurs de manière à être au plus près de la demande du marché. Oui, ce qui n'est pas le cas quand vous construisez des entrepôts en blanc, par exemple. Tout à fait. Tout à fait. C'est la stratégie. C'est soit j'ai un entrepôt en blanc et globalement, on va essayer de faire rentrer de l'automatisation, de la robotisation. C'est une solution. Ou alors, je vais construire pour un locataire qui va me dire je veux un entrepôt qui fait telle surface avec tel équipement. Et charge à nous de l'intégrer dès la conception, de manière à ce que ça soit fluide et surtout, et c'est un vrai point, très évolutif. C'est-à-dire que ça évolue vite, très très vite. Si je prééquipe pas, si je mets pas ma fibre, si je mets pas mes outils connectés au sein de l'entrepôt, on va rencontrer un point d'achoppement en se disant dans 6 ans, en fait, je peux plus évoluer et je déménage, je reste. Ou mon investissement sera trop conséquent rapport à la surface et à l'intérêt de mon gain de stockage, par exemple. Chez Nature et Découverte, c'est quoi vous avez des entrepôts en propre ou ils sont loués On a en entrepôt un centre de distribution national qui est unique, on est en location et ça avait été construit effectivement pour nous, on est le seul locataire depuis 2005. Voilà, qui est un entrepôt tout à fait classique, Nature et Découverte étant quand même dans des flux assez classiques et sur un renouvellement de référence assez fréquent, donc on a peu de stock, résiduel, quoi. On est en produit permanent, c'est assez peu en fait. Nature et Découverte travaille beaucoup son image environnementale. Est-ce que l'entrepôt est le reflet justement de cette volonté d'être proche de la nature? Oui, non, mais je rigole parce qu'on n'est pas en propre, donc il y a des investissements qui sont à la charge du propriétaire et voilà, le propriétaire investit pas forcément. On serait propriétaire de notre entrepôt. Je pense qu'il y aurait longtemps qu'il y aurait des panneaux photovoltaïques sur le toit, etc., etc. Mais là, c'est des travaux qui restent à la charge du propriétaire, donc on ne peut pas non plus investir. Depuis 2005, quoi. 2005, la sensibilité, c'était pas celle d'aujourd'hui. C'était pas du tout la même. Mais moi, je voudrais revenir sur une chose, parce qu'on parlait tout à l'heure des entrepôts qui sont adaptés aux entreprises. Et l'entrepôt en lui-même, le bâtiment, reste quand même un investissement. On parlait d'entrepôts faits à blanc, enfin sans client. Et on se dit, oui, est-ce qu'il y a quelque chose à changer? Mais l'entrepôt reste quand même une coque, qui est quand même relativement standardisée. Et du coup, on est quand même
on est quand même sur des entrepôts qui restent standards. Puisque... Oui, mais les standards ont quand même évolué. Hein, oui, les standards ont évolué, mais on va en parler tout à l'heure. Mais Oui. on parlait de construire en hauteur, on parle d'USAN, on parle de choses comme ça. J'ai visité beaucoup d'entrepôts justement dans ma carrière de consultant. Il y a beaucoup d'entrepôts, on pourrait se limiter à 3-4 mètres de hauteur et ce serait largement suffisant. Oui, ça c'est... Alors du coup, je mets en parallèle la standardisation, le fait sur mesure, mais on reste toujours dans des entrepôts qui font globalement 12 mètres de haut, à part pour les grandes hauteurs où là c'est vraiment très spécifique, etc. Et du coup, l'entrepôt de demain, qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'on arrête de construire des choses à blanc et puis on essaie de mieux adapter à la demande. Moi c'est là où je m'intéresse. Mais c'est vrai que j'ai remarqué aussi qu'il y avait certains entrepôts dans lesquels il y a beaucoup de vide, quoi. Ouais, c'est très haut et on se demande pourquoi ils ont fait des entrepôts. Je citerai pas de nom, mais oui, c'est vrai, je me suis fait déjà cette réflexion. Après, juste pour te répondre, mais en tout cas en partie, c'est vrai que c'est pas forcément. La stratégie est double, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le parc existant, nous, propriétaires, on se doit de le faire évoluer. Ma toiture qui va résister, etc., ou prééquipée en pompe à chaleur ou en fibre, etc., de manière à ce que ça soit, on va dire, dans l'attente d'un locataire existant ou d'un futur locataire quand je vais construire en blanc. Par contre, si effectivement je fais de l'adapté, là c'est encore plus vrai. Mais toute la stratégie de dire je fais évoluer mon entrepôt depuis 2005, comme tu le disais très bien, et ça s'accélère aujourd'hui parce que de toute façon la réglementation devient contraignante. Oui. Et que nous, on est obligé de l'anticiper. Et on va l'anticiper au-delà, finalement, de mon échéance de contraintes. C'est-à-dire qu'on va l'anticiper sur les années à venir. Venir à se dire, aujourd'hui, une dalle de 5 tonnes, je vais peut-être la faire évoluer à 7 tonnes parce que dans 2 ans, 3 ans, 10 ans, de manière à pas doubler ou tripler les investissements. Et ça nous permet aussi de fidéliser des locataires comme Nature et Découverte ou comme d'autres, de manière à les conserver dans nos bâtiments. Mais le choix de faire du blanc, c'est pas un choix fait par spéculation, hein, c'est un choix subi. En réalité, si les autorisations, on les obtenait en 2 mois, il y aurait plus de blanc. Oui. On fait du blanc parce qu'il faut 2 ans, maintenant peut-être 3. Et que les utilisateurs ont des fois des besoins urgents. C'est ça le sujet. Donc c'est un risque. Donc c'est ça qui crée le blanc. Après, je te rejoins, la réglementation fait que la configuration d'un entrepôt, il est sur des cellules recoupées, etc. Donc on ne fait pas complètement ce qu'on veut, et c'est-à-dire qu'on pourrait aussi se dire, tiens, l'entrepôt de demain, c'est un entrepôt qui va être, il va être dans un bâtiment multiproduit, et donc on fera un peu de logement, on fera une crèche, et il y aura un bout de logistique. Et on se dit tout ça, la ville se développant, ça a du sens, et on agrège la logistique au développement. C'est la fameuse notion d'hôtel logistique urbain. Logistique, voilà, les multi-activités. Et ça, c'est très bien en théorie. Mais en pratique, déjà, tout de suite, on ne sait pas le faire parce que ça veut dire qu'il faut agréger des établissements recevant du public avec des installations classées. Oui. C'est plus que compliqué, même s'il y en a un qui vient d'y arriver, là, en France, mais je pense que c'est le premier. Où il n'y en a pas beaucoup. Et puis, cette façon de faire de la logistique, ça voudrait dire de morceler les flux, puisqu'on ferait des petites bases un peu partout. Et finalement, c'est plus de kilomètres pour distribuer. Et dans le flux logistique, qu'est-ce qui est le plus émetteur de CO2 ? Les camions. C'est la partie transport, c'est pas la partie bâtiment. Une année de transport, c'est l'équivalent de plusieurs dizaines de bâtiments potentiellement. Donc on est vraiment, il faut aussi prendre ça en compte, la réalité de se dire on morcelle et on fait au plus juste, au plus près des petites bases logistiques, ça paraît séduisant. Mais ça veut dire beaucoup plus de transport et beaucoup plus de CO2. Qu'est-ce que les utilisateurs vont être obligés de changer dans les entrepôts sous la pression de la réglementation, justement, dans les années qui viennent, hein. On va continuer à faire ce qu'on fait aujourd'hui sur la densification, donc la mécanisation, la robotisation. Je pense que vous allez en parler mieux que moi, mais on voit effectivement qu'il y a... Et pour la maîtrise de l'énergie, par exemple? Sur la maîtrise de l'énergie, on est sur une trajectoire où on va être tous alimentés à moyen terme par des énergies renouvelables. Donc on est...
en partie produites sur le toit, mais pas que. Donc on est sur cette trajectoire et on y va de façon certaine puisque la réglementation nous y pousse, mais nos entrepôts consomment de moins en moins en réalité parce que de moins en moins besoin de chauffage, on les isole de mieux en mieux, le réchauffement climatique, et puis après des équipements tels de la robotique, ça consomme pas grand-chose des robots. Donc en réalité, la puissance à fournir à ces entrepôts, elle va être aussi moins importante. Donc à la fin, l'évolution, elle se fait, encore une fois, sans que ça se voit, mais on est dans cette trajectoire-là déjà. Ouais. On met des LED dans les entrepôts, on a divisé par 4 la puissance de consommation électrique des entrepôts qui était basée pour la moitié sur l'éclairage. Et ça, personne ne le sait, mais on a divisé par 4 les puissances électriques. Aujourd'hui, on va mettre de la pompe à chaleur, effectivement, on rejoint ce qu'Olivier dit très bien, mais on va diviser quasiment par 2 ma consommation à maintenir une température à peu près équivalente dans l'entrepôt. Que ça soit en termes de conso ou de confort d'ailleurs des collaborateurs de nos locataires, parce que c'est aussi une principale motivation, c'est finalement, c'est pas que de l'économie, même si, et pas que une contrainte, c'est aussi le confort et fidéliser mes employés dans mon entrepôt. L'entrepôt zéro émission sur lequel Prologis a largement communiqué, ça va devenir la norme dans les années qui viennent ? Oui, certainement. Certainement. Ouais, aujourd'hui, on les conçoit de manière à ce que ça soit, alors BIM, les mots sont très très bien, mais au final, c'est moins consommer, être plus écologique, plus économique et plus confortable. Et ça, aujourd'hui, quand on reprend un entrepôt ou qu'on fait évoluer un entrepôt, on l'anticipe. On fait des isolations de toiture, ce qui n'était pas fait il y a 30 ans, on mettait juste un toit et puis ça s'arrêtait là. On va les refaire et on va les anticiper. Ça, pour le coup, ça va être une charge, on va dire, propriétaire. Mais c'est en accord avec notre locataire parce que c'est dans son intérêt et ça peut aussi avoir un impact dans son exploitation. C'est vrai que tous ces sujets-là s'entremêlent et on le disait très bien tout à l'heure, mais aujourd'hui, quand je change mes chariots, je vais passer sur l'électrique, je vais abandonner le fioul parce que de toute façon, ça c'est terminé et on va l'anticiper. Donc c'est vrai que nos locataires le font déjà. Vous êtes le spécialiste, vous vous êtes défini un petit peu comme ça tout à l'heure de l'intralogistique chez Prologis. À quel moment vous rencontrez votre client ? C'est au moment vraiment de la conception du projet ou au moment où il arrive dans les mois ? Au moment où il va arriver et qu'il a émis une volonté forte de nous rejoindre, effectivement, je vais le voir avec mes équipes, avec nos conseils au niveau de l'Europe ou d'autres pays. Et effectivement, on va anticiper dans sa liste de besoins là où on va devoir l'accompagner. Parce que c'est sur des modifications de surface, d'entrepôt, bref, de technologie, mais on va l'anticiper et on va aller peut-être un peu plus loin de manière à anticiper ses besoins à venir. Mais on le fait très en amont. Donc il y a première phase où nous, on dessine parce qu'on sait globalement vers quoi vont aller nos locataires. Puis il va y avoir une deuxième partie, une fois que le locataire est identifié, effectivement, on va aller beaucoup plus loin dans l'analyse. D'accord. Alors, il y a une autre évolution qui s'est opérée depuis déjà quelques années, c'est la digitalisation des entrepôts. Là aussi, c'était aussi une transformation assez importante pour les opérationnels de la logistique. Comment ça s'est... Comment vous avez vécu ces évolutions vous, en tant que... Avec joie. Non, mais je crois beaucoup à la connexion de l'information en temps réel et à tout ce qu'on peut faire entre les équipes logistiques opérationnelles, les équipes supply qui vont peut-être être plus sur une vision transverse. Et les outils, depuis quelques années, se sont tellement simplifiés tout en étant plus puissants et plus accessibles. C'est un ancien patron de projet SAP qui vous parle, donc je mesure mon bonheur. et voilà, tout ça est disponible aujourd'hui. Il faut avoir une vision. On a parlé un petit peu de la façon dont les locataires, comme vous dites, doivent se projeter, parce que je pense qu'il y a un vrai espace-temps à définir quand on s'engage sur un bâtiment. Pour le coup, la digitalisation est beaucoup plus accessible. Les temps d'amortissement ne sont pas les mêmes. L'environnement, enfin l'écosystème, il est extrêmement dynamique avec tout un tas d'offreurs de solutions. Et c'est beaucoup plus facile de personnaliser une solution IT aujourd'hui que peut-être un entrepôt d'ailleurs. Bien sûr. Donc c'est une très bonne nouvelle pour nous tous.
Et comment ces outils ont... Enfin, est-ce que d'un secteur d'activité à l'autre, le niveau de maturité est différent, puisque vous avez traversé différentes ces secteurs industriels. Est-ce que comment vous avez... J'imagine qu'il n'y a pas du SAP partout, par exemple. Pas encore. Pas encore. Mais même SAP s'est assoupli. Je dis ça au cas où il m'attendrait à la sortie. Mais... voilà, donc non, SAP n'est pas partout. Les mêmes entreprises n'ont pas les mêmes outils dans différents pays aussi. Moi, j'ai vu des expériences. Je pense à une expérience d'une entreprise pour laquelle j'ai travaillé à Hong Kong, où on est passé de la gestion manuelle de l'entrepôt avec écriture au feutre sur des carrelages. Vous êtes sur des carrelages de salle de bain, les idéogrammes sont très pratiques pour ça prend moins de place, mais vous pilotez votre entrepôt avec ça, d'un seul coup on a mis un ERP. Et j'avais un patron mondial à l'époque qui disait, tu te rends compte, on arrive déjà à tourner avec un feutre et des carrelages, on va être obligé de mettre un ERP, juste pour la traçabilité et la visibilité de l'activité, c'est très bien. Mais la même entreprise, dans tous les autres pays, était déjà sur des solutions beaucoup plus modernes, et c'était un rattrapage nécessaire. Quand on est directeur supply chain, il faut être compétent en immobilier, en automatisation, en digitalisation. Oui, c'est mieux. C'est bien. Ouais, il faut avoir tout ça en tête. Alors, on a la chance d'avoir des gens pour nous accompagner comme PRC ou Prologis, mais effectivement, il faut être capable de parler à tout le monde et non seulement de parler à tout le monde, mais de développer une vision. Donc, oui, il faut être multi-compétent. Bon, vous avez un parcours, je l'ai rappelé tout à l'heure aussi, dans le domaine de l'IT. Comment vous avez vu ces évolutions et comment vous anticipez l'entrepôt de demain sous un angle plus informatique? Plus informatique, alors moi j'ai connu pareil, les premiers entrepôts non informatisés. Après, on a eu les puits de vidange. Là, ça va bien. Maintenant, l'entrepôt est ultra connecté parce que maintenant on a une coupure de courant, on ne sait plus travailler en fait. Donc c'est peut-être un sujet aussi de l'entrepôt de demain, c'est qu'il va être ultra dépendant énergétiquement. Parce qu'on ne sait plus travailler quand on n'a plus d'énergie. Donc que ce soit dans les automates et surtout dans l'IT, parce que du coup on n'a plus de Wi-Fi, on n'a plus rien en fait. Et l'évolution elle est assez grande parce qu'on est parti, on n'avait pas grand chose. Après on a commencé à mettre des WMS maison, des choses comme ça, des WMS. Et surtout, moi au début des installations de WMS, on prenait toujours le flux papier à côté. Au pire, ton embarqué tombe en panne, t'édites les feuilles, puis c'est bon. Mais maintenant, on peut même plus faire ça, en fait. Il y a trop de données, il y a trop de calculs pour le travail dans l'entrepôt. Je parle pour un WMS. Et du coup, oui, je pense qu'il y a la dépendance énergétique, elle est à prendre en compte. Après, les WMS et les WCS, tout ça, suivent leur cours d'évolution et s'adaptent au marché. Alors, c'est vrai qu'ils s'adaptent en fonction de l'automatisation. Parce que c'est vrai qu'on ne gère pas un chariot comme on gère une chaîne. Donc, ils s'adaptent aussi à l'instantanéité de la chose. Parce que on avait peut-être des cut-offs la veille et puis on livrait le lendemain. Maintenant, on est, selon les entreprises, on est le soir pour le lendemain ou la nuit pour dans quelques heures. Donc tout ça fait que oui, les outils vont devoir s'adapter, mais ils s'adaptent plus à la consommation. Et c'est tout l'écosystème qui va devoir s'adapter. Mais justement, on parle des crèches, on va faire travailler des gens en 3-8. Les gens font comment pour venir travailler? Les transports. Est-ce que les entrepôts sont dans des zones bien desservies? Est-ce qu'il faut élargir avec les collectivités l'offre de transport pour créer des pôles, des pôles attractifs? Tout ça, l'entrepôt de demain doit vraiment s'insérer dans son environnement, dans tout son écosystème. Et on parle d'écologie, Est-ce que moi je vois, j'ai l'entrepôt de Nature et Découverte est dans le 78. C'est très peu. Je suis dans la zone industrielle de Trappes. On commence à 6h du matin, tout le monde vient en voiture.
Ouais. Parce qu'il n'y a pas de train, parce que voilà. Donc je pense qu'il y a ça qu'il faut prendre en compte. Alors je sais que vous ne choisissez pas forcément les terrains où on construit, ça dépend de la politique, etc. Donc pour revenir à l'IT, Ouais. l'IT, ça a évolué avec la consommation. Mais on ne reviendrait pas en arrière. Ça, je suis entièrement- Concernant l'autonomie énergétique, j'ai cru comprendre qu'il commençait à y avoir des batteries qui permettent de stocker de l'énergie produite par les centrales photovoltaïques. C'est quelque chose qui se développe, ça? Est-ce que C'est quelque chose qui est à l'étude. Qui est à Pas l'étude. nécessairement en France. Je sais Oui. qu'on le fait aux États-Unis en ce moment pour voir effectivement comment assurer un stockage de mon énergie générée Oui. au niveau d'une toiture ou d'une ombrière, et sur lequel effectivement à un moment ou un autre on aura une adaptation. Après, attention aux réglementations, parce que là, c'est encore Oui. pas forcément hyper clair, notamment en France, mais ça viendra. Effectivement, c'est quelque chose qu'on va anticiper à un moment ou à un autre. Mais juste pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, et c'est vrai que l'entrepôt de demain, c'est aujourd'hui finalement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on conçoit un bâtiment, je prologiste, on va presque le préfibrer, le précabler, on va s'assurer de choses, mais qui paraissent anecdotiques, mais on peut avoir des entrepôts qui sont en zone blanche. Oui. J'ai pas de téléphonie. Donc on va anticiper une antenne, on va faire notre métier de promoteur, dire j'installe une antenne ou j'ai besoin d'un service de bus pour mes employés. Et tout ça, on l'intègre aujourd'hui. On corrige, on va dire, des situations dans certaines régions qui étaient plus complexes, mais tout ça, on se doit vis-à-vis de nos locataires, partenaires et collaborateurs, on se doit de l'anticiper. Et ça rejoint effectivement, alors demain finalement c'est aujourd'hui, mais ce qu'on fait demain, on est obligé de le faire aujourd'hui. Sinon on sera en retard de 5 ou 10 ans à un moment ou à un autre. Alors, quand on parle de l'entrepôt de demain, on parle effectivement d'entrepôt verticalisé, par exemple. C'est quelque chose est-ce que c'est crédible, réaliste en France, Olivier? Tu as deux familles pour moi, d'entrepôts verticalisés. Tu as les grands entrepôts aujourd'hui automatisés qui font le plus haut possible, quelque part, 30-40 mètres. Donc, ça existe depuis très longtemps, en réalité. Et ça existera encore dans très longtemps. Je pense que ça ne sera pas la solution qui va émerger et remplacer tout. Oui. Cette solution continuera d'exister pour une famille d'activités qui est adaptée à cette façon d'exploiter. Il y a une autre famille d'entrepôts verticaux qui est plus récente, qu'on appelle les entrepôts à étages, donc un peu moins haut. Oui, c'est une sorte de niveau en général. De niveau, voilà. C'est une solution aussi, c'est pas la solution. C'est une solution qui va se développer, qui prendra une part du marché, qui répondra à certaines problématiques. On n'est pas à Hong Kong quand on est à Paris. On a des contraintes foncières, des contraintes de gabarit routier qui sont différents. Et donc aujourd'hui, on voit déjà les acteurs européens ne sont pas éduqués ou habitués à aller sur des entrepôts à étages. Donc faire un entrepôt à étage, pour donner un exemple, à Tokyo, les entrepôts à étage, les étages les plus recherchés, qui sont le mieux loués, c'est le premier et le deuxième étage, c'est pas le rez-de-chaussée. Parce que le rez-de-chaussée, c'est l'endroit où tout le monde passe, on se sent un peu moins chez soi, etc. Donc, alors qu'au premier, on est... Puis après, quand on continue au 3, 4, 5, ça diminue parce que là, il faut monter et le risque que la rampe soit bloquée fait peur. Voilà. Bon, on n'est pas dans cette approche-là en France. En France, on essaye d'être au rez-de-chaussée, quoi, et se dire, faute de mieux, j'irai à l'étage. Ouais. Voilà. Donc, on a encore toute une... Ces entrepôts sont pas très... développés, et donc on est encore dans une perception un peu imaginaire de comment l'utiliser, et donc les entrepôts qui sont faits aujourd'hui sont très rares à étage, et ils sont pas toujours utilisés comme ça avait été imaginé. Oui. Voilà. Il y a beaucoup de projets d'ailleurs aujourd'hui, mais je crois que c'est un commercialisateur qui a fait un recensement, il y en a 35 en Ile-de-France. Mais à l'heure actuelle, il y en a 3 ou 4 qui existent vraiment, quoi, finalement. Oui, mais quand on parle d'entrepôt à étage, oui, ça peut être aussi des entrepôts anciens, comme ceux qui sont Boulevard Ney. en Boulevard Ney, par exemple. Voilà. Qui datent des années 60. Hein, Ouais, c'est ça, 75, je crois. Ouais.
Mais c'est une solution. Si tu vas à Gênes, par exemple, des entrepôts à étages construits dans les années 50, ils en ont fait plein. Parce qu'à Gênes, il y a la mer, la ville et puis la montagne derrière. Donc ils étaient bloqués, mais ils ont fait des entrepôts à étages. Bon, donc, après, mais encore une fois, c'est faute de mieux. S'ils avaient eu le choix derrière de faire des choses à plat, ils les auraient fait à plat. Donc la meilleure... la solution la plus simple, c'est de fonctionner à plat, mais à plat, ça artificialise. Donc, pour éviter d'artificialiser, il faut effectivement peut-être commencer par densifier ce qu'on fait. Les entrepôts, il y a 20 ans, faisaient 9,50 m sous poutre. Aujourd'hui, ils font 12 mètres. Mine de rien, c'est plus 20-25% de volume pour une même hauteur extérieure. Donc, les opérations se densifient et après, dans certains cas de figure, un étage peut s'avérer intéressant, mais le coût de faire un entrepôt à étage est tel qu'il faut vraiment être dans des configurations de marché particulières pour être prêt à payer un loyer 2 fois plus important. En sous-sol ? Moi, j'y crois au sous-sol, ouais. Je pense qu'on n'exploite pas assez cette piste-là. Alors, je ne parle pas des sous-sols existants pour parking de voitures, parce que ça, c'est quand même assez peu adapté, en l'occurrence. Mais créer dans une zone agricole, voire naturelle, un entrepôt en sous-sol et restituer la nature au-dessus, donc du coup, on ne le voit plus, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore assez gratté. On devrait se pencher sur ce sujet-là. Je pense que c'est assez intéressant. Et c'est là que l'automatisation aussi peut être intéressante avec des systèmes qui permettent de travailler dans le noir. De travailler dans le noir, par exemple. C'est là où il y a un vrai changement d'esprit et qui sera accompagné au niveau de nos partenaires, locataires, peu importe comment on les appelle. Naturellement, un entrepôt dans l'esprit franco-français, c'est en extérieur. Pourquoi pas en intérieur? Mais si demain on commercialise un entrepôt en intérieur, je pense qu'il y a la moitié du marché qui va nous regarder en disant super. Et on en fait quoi? Donc il y a quand même un accompagnement qui est à faire dans le cadre de l'entrepôt de demain et qui viendra naturellement parce que ça rejoindra le côté green, le côté plus naturel et puis rendre la nature à la nature, quitte à avoir des exploitations ou des fermes solaires qui soient effectivement pas à 11 mètres mais au niveau du sol. Donc ça a réellement du sens à un moment ou à un autre. Alors je me tourne vers Hervé pour lui demander si nous avons des questions et si oui, qui nous les pose. Bonjour à tous. Donc, certains industriels chargeurs ou distributeurs étudient le fait de reprendre en propre les entrepôts logistiques. Quelle est la tendance en France entre les locataires prestataires logistiques et les locataires industriels distributeurs? C'est la balance. C'est des cycles. J'allais répondre la même chose. C'est un cycle qui, moi, depuis, c'est régulier. Et puis c'est aussi le cours de la conjoncture et de la spéculation en réalité, parce qu'à un moment donné, un industriel qui investit, soit il va avoir une période où il va investir sur son cœur de métier, et donc la logistique n'est pas son cœur de métier, et donc il va louer plutôt ses surfaces. Puis à un autre moment, il va investir aussi pour d'autres raisons, mais ça joue sur son haut de bilan, son bas de bilan, voilà, tout simplement. Et puis à un moment donné, il aura constitué un parc, et puis il va revendre son parc pour se remettre en locataire. Il n'y a pas une solution meilleure qu'une autre, ça dépend de la conjoncture, et chaque solution a des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire que quand on est locataire d'un cycle, d'un site, on peut partir, augmenter, diminuer, enfin on a une certaine souplesse. Quand on est propriétaire, là on est obligé de gérer, on a tout son entrepôt sur les mains. Bon, par contre, quand on est propriétaire, on est maître complètement de son destin. Donc c'est deux solutions qui ont des avantages et des inconvénients, et en fonction de la conjoncture, il y a des cycles où on voit effectivement de plus en plus de locataires, d'exploitants locataires ou de moins en moins. Est-ce que le fait que le foncier se restreigne plaide en faveur d'autres zones logistiques qui ne sont pas encore... je pense par exemple à des zones qui ne seraient pas dans la dorsale, qui privilégieraient d'autres régions où là, il y a des terrains accessibles. Je dirais malheureusement oui, en réalité. Parce que c'est pas quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose qui déjà se passe depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est tant mieux pour les territoires quelque part, parce que ça apporte de l'activité dans des territoires qui ont besoin d'activité.
Donc, quand tu prends par exemple l'Île-de-France, si tu fais le tour, hein, Amiens, Reims, Orléans, Chartres, ces villes-là, à l'heure actuelle, ont un développement autour de la logistique fort. La vérité, c'est que les bases qui se font à ces endroits-là, souvent, en termes écologiques, auraient plus de sens et de performance à être basées beaucoup plus proche de la région, à l'intérieur de la région Île-de-France, parce qu'elles feraient beaucoup moins de kilomètres pour la distribution. Mais faute d'avoir des fonciers à ces endroits-là, ben, elles s'éloignent. Alors elles s'éloignent et elles se morcellent, et donc on provoque beaucoup plus en conséquence, de kilomètres pour distribuer. Donc oui, c'est quelque part socialement, ça a un impact intéressant pour ces territoires, parce que ça crée des emplois à ces endroits-là. En termes écologiques, en réalité, le ZAN, qui a du sens pour le logement, mais moi, je suis sidéré quand je vois que sans discernement, on applique le ZAN à l'activité d'immobilier logistique, parce que là, en l'occurrence, on fait du mal à l'environnement en faisant ça. Oui, et puis elle est là aussi pour soutenir une activité industrielle aussi, accessoirement. Hein. Accessoirement. Si je devais vous demander dans l'idéal, quel serait pour vous l'entrepôt du futur que vous rêvez, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que c'est par rapport à l'expérience que vous avez connue déjà avec des entrepôts XXL, est-ce que vous les imagineriez autrement, ces entrepôts du futur, dans l'idéal, hein? Oui, on peut alors. On peut rêver. On était à l'instant sur le sujet des entrepôts ou à étage ou enterrés. Je pense qu'il faut aller chercher par là, juste pour dire que, à mon avis, il y a un élément culturel. L'entrepôt sur un seul niveau, c'est un truc très européen, éventuellement nord-américain. Et quand on sort de ces continents-là, on commence à voir des choses, y compris dans des environnements qui sont ni Tokyo ni Hong Kong, mais où le mètre carré n'est pas si cher que ça. Je vous disais que j'ai fait du textile. Qui dit textile peut dire éventuellement Bangladesh. Au Bangladesh, il y a des entrepôts à étage. C'est pas le prix du mètre carré qui est à l'origine de ça. Donc la culture permet ça. Les usines peuvent être aussi à étage. Et à l'occasion, et j'ai vu ça surtout au Maghreb aussi, on a aussi des solutions de climatisation qui sont moins onéreuses parce que le site est à étage. Ouais. Donc je ne sais pas, il faudra faire la balance de tout ça, je ne suis pas suffisamment au fait, mais je pense que ça va se poser. J'aime bien l'idée de l'entrepôt enterré, même si c'est pas hyper glamour a priori comme environnement de travail, mais ça, je pense que ça vaut un beau paysage. Donc pour moi, l'entrepôt de demain, il est probablement nourri de ces échanges-là avec ce qui se pratique ailleurs dans le monde, avec la vision qu'on développe les uns et les autres. Je pense qu'il y a un vrai sujet de qu'est-ce que le respect de l'environnement va changer dans notre façon d'appréhender notre construction de site. On parle de l'entrepôt de demain, on n'a pas parlé de l'entrepôt d'hier, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tous ces mètres carrés qui sont déjà là. C'était ma prochaine question. Je pourrais revenir peut-être en deuxième semaine, mais je le dis tout de suite, moi j'ai envie qu'on maille tous ces entrepôts. On a parlé rapidement, grâce à la question de tout à l'heure, des prestataires logistiques. Je pense qu'ils ont une partie de la réponse aussi quand il y a du côté des bâtisseurs d'entrepôts une demande de visibilité que des locataires, des donneurs d'ordre ne peuvent pas toujours donner. Et les prestataires peuvent donner peut-être être tampon dans ce raisonnement-là. Et le deuxième élément, c'est peut-être d'être apporteur de solutions de mutualisation d'espace qui vont peut-être nous aider aussi à avoir besoin de moins de mètres carrés. Certes, plus qualitatifs, plus souples, alors qu'on a parlé dans la table ronde précédente, encore une fois, d'investissements très très lourds et éventuellement spécifiques. Mais je pense qu'on doit arriver à trouver aussi, grâce à cette approche de mutualisation, et là on n'est pas dans le futur, ça existe déjà, il y a des gens qui font ça très bien, peut-être avoir effectivement une utilisation un peu plus rationnelle des espaces. Je crois qu'on a partagé tout à l'heure avec Grégoire, lui l'a dit, et moi je l'ai pensé très fort aussi avec lui, mais on est très étonné d'avoir des entrepôts qui montent à 12 mètres. C'est pas dans toutes les activités qu'on a besoin de ça. Ouais. On les a quand même. Et peut-être que demain, on peut effectivement raisonner autrement avec des sites qui respectent mieux cette idée de les mètres carrés sont pas illimités. Voilà. Et accessoirement, pour finir sur les XXL, se promener dans toute la journée et opérer un entrepôt, comme j'ai eu l'occasion de le faire, 280 000 mètres carrés, c'est pas économique, ça peut le devenir, mais c'est pas naturel, il faut travailler autrement. Donc c'est aussi, ça peut se peser. Et aujourd'hui, quand certains acteurs
construisent des sites aussi importants soient-ils, et vous en avez fait, mais avec des niveaux, des mezzanines plus ou moins solides, et je ne sais pas à quel moment on parle de mezzanine et à quel moment on commence à parler d'étages. C'est pas par hasard, mais c'est sûrement une bonne réflexion. Pour poser la question autrement que tout à l'heure, est-ce que l'entrepôt de demain, c'est l'entrepôt d'hier relooké, quoi? Est-ce que peut-être reconstruit? Enfin, est-ce que c'est une piste aussi pour repenser l'entrepôt de demain? C'est sûr, d'ailleurs on le voit à travers toutes les recherches autour des friches. Tout ce qui se fait, on essaie de redévelopper les friches, c'est des bonnes solutions. Et donc l'entrepôt de demain sur un entrepôt redéveloppé, il a déjà des infrastructures qui ont été éprouvées, donc il y a une acceptation aussi de la collectivité, donc c'est des bonnes solutions, bien sûr, c'est des sujets la rareté du foncier, de toute façon, on ne va pas nous laisser le choix. Prologis, vous avez déjà commencé Oui, on a déjà commencé, et là-dessus, il y a deux tendances qui se dessinent. On fait évoluer l'entrepôt qu'on a aujourd'hui, et puis on essaye, bon an, mal an, de le moderniser, de le rendre plus attractif. Et ça, on le fait à peu près tous les jours, puisqu'on investit tous les jours au niveau de nos bâtiments, et pas des petits montants, parce qu'on souhaite qu'ils soient en tout cas à l'image de nos locataires. Et après, il y a toute la stratégie qu'on commence à mettre en place, où finalement, on partage avec tous nos logisticiens qu'est-ce qu'ils attendent de l'entrepôt. C'est plus de fibres, est-ce que c'est plus de Wi-Fi, peu importe. Enfin, il y a plein de sujets qui ressortent de ces réunions. Et derrière, on va anticiper des constructions en tenant compte de ces impératifs-là. Sachant qu'on a deux choses qui rentrent en ligne de compte, c'est que, il faut quand même que mon entrepôt, au bout du bout, corresponde à la demande d'un locataire, parce que sinon, pour avoir 4 cases vides, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc c'est effectivement l'anticiper. Et de deux, pour maintenir nos partenaires et locataires dans des entrepôts, c'est les faire évoluer. Et quand on anticipe changement de toiture pour mettre des panneaux solaires dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on l'anticipe parce que de toute façon, ça sera une demande forte. Et ça sera, à un moment ou à un autre, une raison de départ d'un locataire qui va dire « mais c'est pas green, c'est pas par rapport à l'image que j'ai et donc il va décider de partir. » Donc tout ça est fait dans remettre finalement l'entrepôt et le logisticien dans son métier de logisticien, et le propriétaire dans son métier de propriétaire. Et que nous, on fasse notre métier de faire évoluer le bâtiment et que le logisticien fasse sa logistique. Et qu'il ne s'occupe pas de se dire, tiens, il faut que je change ma pompe à chaleur ou il faut que je change... C'est pas son métier, c'est le nôtre pour le coup. C'est le cas du côté de Gare au Nord, là, des entrepôts qui datent des années 60 à peu près, 70. C'est ça. On les fait évoluer. On prendra le temps que ça prendra, mais effectivement, on les fait évoluer de manière à ce que demain, ils soient plus attractifs, qu'ils soient... on a fait un très joli bâtiment à Gare au Nord, mais effectivement, ça répond aujourd'hui à une norme. Et si demain, je reloue le bâtiment en face, qui est un peu plus vieux, et ça sera plus compliqué. On l'anticipe largement. Et avec nos constructeurs aussi, on va l'anticiper dans nos cahiers des charges en disant voilà. Et peut-être probablement, mais je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure, l'avenir, c'est pas nécessairement l'entrepôt de 100 000, 200 000, 300 000 mètres carrés. C'est peut-être des cellules plus petites, mais très évolutives. C'est-à-dire de se dire j'en prends 6 000, puis j'en ai besoin de 6 000, j'en ouvre 6 000, et puis demain, j'en ai moins besoin, et ça me donne une flexibilité, à nos clients et locataires. Aujourd'hui, tous les nouveaux entrepôts sont certifiés. Oui. C'est HQE, certifié HQE, BREEAM, niveau excellent, very good minimum. Et je pense qu'on est en train, c'est une réflexion qu'on a au sein d'Afilog, de monter une démarche sur la décarbonation pour justement définir des objectifs, enfin une méthode, un périmètre et puis des objectifs de manière à ce que quand on dit que tel entrepôt a telle performance, que ça soit crédible, que c'est pas chacun a son label et chacun s'autoproclame. Donc on essaie de structurer ça pour que on puisse montrer de façon simple et pragmatique qu'on est dans la trajectoire qu'on s'est fixée. Je le disais tout à l'heure en préambule, l'entrepôt et l'immobilier logistique en général a considérablement évolué au cours de ces dernières années. L'entrepôt d'il y a 20 ans n'a plus rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui.
en prenant en compte beaucoup de critères environnementaux, notamment, ou énergétiques. Est-ce que vous pensez que cette évolution très positive va continuer dans les années qui viennent? Est-ce que vous voyez justement, est-ce que l'immobilier logistique va être encore servir d'exemple un petit peu? Parce que c'est vrai que... Je vois pas comment on ferait marche arrière aujourd'hui. Au vu de l'évolution de réchauffement climatique, des événements, sécheresse, inondations, etc., qui se passent tous les ans, la sensibilité, elle est de plus en plus forte partout. Hein. On a des activités en France, mais on en a aussi en Italie. On voit bien les mêmes évolutions qui sont en train de s'opérer. Donc, c'est un peu d'actualité. Hein. L'Europe a réglementé tout ça. Donc, c'est pas quelque chose qui est opéré dans un coin. C'est un mouvement. On est tous sur ce chemin-là. Certains plus en avance que d'autres. Mais je vois pas comment on ferait marche arrière aujourd'hui. Et je pense qu'en plus, contrairement à quelque chose qui se passait dans le passé où on disait l'environnement, on va faire des démarches, on va faire des dispositions pour l'environnement, mais ça coûtait un peu plus cher. Aujourd'hui, si on prend les choses comme il faut dans la conception de nos solutions, qu'elles soient de bâtiments ou d'exploitation, l'environnement, c'est un business. Et c'est tant mieux pour l'environnement. Parce qu'en fait, en faisant des démarches en faveur de l'environnement, on a un retour sur investissement qui est assez performant, suivant les solutions, suivant les sujets. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est forcément dans l'air du temps au vu de la sensibilité, mais dans l'air du temps aussi vis-à-vis du business. Donc, les deux vont ensemble, dans la même direction. Il n'y a pas de raison que ça diverge. À l'intérieur des bâtiments également, cette évolution, comment vous la voyez? On évolue, pour moi, il y a une notion à un moment ou à un autre. Aujourd'hui, on livre des entrepôts qui sont prééquipés. Pourquoi? Parce qu'un locataire qui arrive, qui va installer son propre matériel, puis qui va partir, qui va désinstaller, et puis qui va peut-être... Autant que ça reste dans l'entrepôt, parce que globalement, un rack, un chariot, ça reste un rack et un chariot. Enfin, il n'y a pas... autant les renouveler et les laisser dans l'entrepôt. Donc à un moment ou à un autre, de se dire je loue mon entrepôt prééquipé, pré-raqué, pré tout ce qu'on veut, ça a du sens. Et là, effectivement, nous, on est plutôt maintenant en avance là-dessus. Mais on avance de plus en plus là-dessus. C'est-à-dire que tout mon équipement entrepôt, finalement, sera à un moment... Le locataire paiera, bien évidemment, mais il sera prééquipé par le bailleur. Vous voyez par exemple des stations à hydrogène pour les chariots élévateurs. Est-ce que c'est des choses qui peuvent être imaginées dans les entrepôts du futur? Oui. C'est déjà le cas sur certains entrepôts, notamment avec Amazon. Une petite notion de réglementation et de stockage d'hydrogène qui sont assez contraignantes, mais c'est des choses qui commencent à exister. Mais pourquoi pas demain de se dire j'ai un endroit mutualisé sur lequel je vais charger mes chariots, plutôt que de se dire j'ai 10 entrepôts et 10 lieux de charge différents. Stocker mes palettes, je peux le faire au milieu d'un parc logistique. Puis à ce moment-là, j'optimise et je rends finalement quelque part plus économique, plus green, toute cette gestion d'un parc logistique tel que Prologis le fait. Donc oui, ça arrive et c'est déjà en cours. Eh bien, merci. Merci pour cet éclairage. Je pense que je ne sais pas si on a fait vraiment le portrait robot de l'entrepôt de demain, mais en tous les cas, on a quand même une visibilité sur les grandes évolutions qui sont en cours et qui vont certainement se poursuivre dans les années qui viennent. Bien sûr. Merci en tous les cas pour votre témoignage et puis ce débat fort intéressant. Et puis, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Merci. Vous aussi, bonne soirée. Merci.